Les rois de France ont toujours connu des périodes de stabilité comme de crise. Si la situation avait pu revenir à un équilibre, Louis XVI, roi Bourbon, n'aurait pas été surnommé de façon dérisoire Louis le Dernier. On l'a élevé en lui disant « Vous êtes un monarque de droit divin, vous serez un monarque de droit divin, vous régnerez comme un monarque de droit divin. » Donc on ne lui avait pas laissé miroiter qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'il change son fusil d'épaule, si bien qu'il n'a pas été en mesure de le faire. C'est sous son règne que la catastrophe qu'avait prédite son grand-père des années auparavant emporta la monarchie. Plusieurs facteurs déstabilisants contribuaient déjà à créer un climat politique agité. Sourd en quelque sorte dans cette population française le désir de changement, de renouveau, de vitalité. Mais quand Louis XVI se montra incapable d'assurer la paix à l'intérieur de son État, une tempête éclata qui renversa la monarchie et entraîna la Révolution. Quand il monta sur le trône, le pays était profondément endetté. L'injustice et la pauvreté régnaient. Les changements de la société française et l'esprit des Lumières rendaient inévitable la révision des anciennes structures politiques. De plus, l'autorité de la monarchie française avait été mise en cause par une alliance diplomatique controversée. Louis XV choqua toute l'Europe en signant un traité avec l'Autriche, siège du Saint-Empire romain germanique. Les deux pays étaient en lutte depuis 8 siècles. Cette promesse d'amitié fut scellée par un mariage royal. Le petit-fils de Louis XV, Louis-Auguste, et la fille de l'impératrice, Marie-Antonia de Habsbourg, archiduchesse d'Autriche, furent informés que l'avenir de leurs pays respectifs reposait sur le succès de cette union. Mais nul ne se doutait à quel point c'était vrai. Louis-Auguste de France, futur Louis XVI, était né au château de Versailles le 23 août 1754. Il avait alors reçu le titre de duc de Berry. Il était le second fils du dauphin de France, Louis-Ferdinand, et de son épouse Marie-Joseph de Saxe, ce qui faisait de lui le petit-fils du roi Louis XV. Durant sa petite enfance, Louis-Auguste fut le second d'une fratrie composée de 4 garçons et une fille. Son frère aîné était Louis-Joseph, duc de Bourgogne. Les plus jeunes étaient ses 2 frères, Louis-Stanislas, comte de Provence, Charles-Philippe, comte d'Artois, et sa sœur, la princesse Clotilde. La princesse Élisabeth vint compléter la famille quand Louis-Auguste avait presque 10 ans. À Versailles, toutes les attentions étaient tournées vers le fils aîné, bel enfant précoce et premier dans la succession au trône après son père. Mais le jeune prince bien-aimé mourut de la tuberculose à l'âge de 9 ans. La même maladie emporta ensuite ses parents, ce qui fit de Louis-Auguste, jusque-là négligé, le prétendant au trône. Il avait alors 11 ans. Louis XVI s'est toujours cru indigne de ce frère et il avait un petit peu l'impression d'avoir usurpé sa place, d'autant plus que ses parents n'avaient pas, à son égard, beaucoup témoigné d'affection. Si Louis-Auguste connut dans l'enfance des carences affectives, il eut une adolescence bien remplie sur le plan intellectuel. Entouré par les nombreux membres de la famille royale, il aimait la compagnie de son grand-père avec qui il allait chasser, de ses 3 tantes et de ses 4 frères et sœurs. Comme il est appelé un jour à régner, on a tout un tas de pédagogues autour de lui qui sont des gens brillants, mais extrêmement conservateurs, extrêmement religieux. Donc il n'a droit à aucune incartade, mais il est très consciencieux. Il adore la géographie, il adore la diplomatie, et il adore aussi le bricolage. Enfin, pour l'instant, c'est un petit jeune homme avec une tête bien faite et une tête bien pleine. Son éducation conservatrice dissimulait un niveau intellectuel élevé. Il fut instruit par 2 professeurs d'université, un éminent géographe et un pionnier de la philologie, qui le décrivirent comme un élève naturellement curieux et même doué.
Le dauphin possédait une excellente mémoire, montrait de grandes aptitudes en mathématiques, en sciences et en géographie. Il s'intéressait tout particulièrement à l'histoire et à tout ce qui se rapportait à la marine. Il sait parler au moins 4 langues étrangères, l'espagnol, l'italien, l'allemand bien évidemment, en plus du latin. C'est l'abbé Nollet qui est son professeur de physique. C'est toujours l'abbé Nollet qui lui enseigne les mathématiques. Il y a l'abbé de Radonvilliers, justement le professeur de langue. Il y a toute une série, une formation très très importante, si vous voulez, qui va se dérouler pendant de très nombreuses années. Et la formation donc est véritablement très solide. On peut dire peut-être même qu'à l'âge de 17 ans, Louis XVI est tout à fait aujourd'hui comparable à un enfant, ou à un adolescent plutôt, qui est dans une école préparatoire pour une grande école. Louis-Auguste avait la peau blanche, les cheveux blonds et de grands yeux bleus. Comme son grand-père, c'était un garçon de nature timide, à qui l'on apprit qu'il ne fallait pas que les autres puissent deviner ses pensées. C'est à cause de cela que l'on douta parfois de son intelligence. Marie-Antoinette était née Maria Antonia Josepha Johanna de Habsbourg le 2 novembre 1755 au palais de la Hofburg, à Vienne, en Autriche. Madame Antoine, comme on l'appelait, était la plus jeune fille, la 15e de 16 enfants, de l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche et de l'empereur François Ier de Lorraine. Comme il y avait de nombreux enfants avant elle, Madame Antoine fut quelque peu négligée par sa mère. Elle avait de ce fait très peu d'instruction. À 12 ans, c'est tout juste si elle pouvait lire ou écrire correctement dans sa langue maternelle, l'allemand. Elle est un petit peu négligente, elle préfère la musique, elle parle même d'épouser Mozart, voilà. Elle est un petit peu fanfaronne, elle aime s'amuser plutôt que d'apprendre. Si bien qu'on est obligé de lui donner des professeurs stricts, parce qu'elle avait une gouvernante qui recopiait elle-même les devoirs de la petite Marie-Antoinette pour qu'elle ne soit pas punie. Pour ses nombreuses filles, l'impératrice Marie-Thérèse projeta de former des mariages d'alliance avec 3 membres de la maison de Bourbon. Quand une épidémie de variole ne lui laissa plus que 3 filles à marier. La plus âgée, Marie-Amélie, fut fiancée au duc de Parme, et Marie-Caroline, la sœur préférée de la future dauphine de France, fut fiancée au roi de Naples. La petite archiduchesse de 12 ans, Marie-Antoinette, était à présent la seule fiancée disponible pour le dauphin de France, Louis-Auguste, âgé de 14 ans. Un tel mariage était sans précédent. Le roi Louis XV, qui envisage donc de marier son petit-fils, a contacté la cour d'Autriche et il a un accueil favorable. Pourquoi ? Parce que l'Autriche et la France tombent d'accord pour essayer de contrecarrer un petit peu l'influence qui devient de plus en plus considérable en Europe, qui est celle de l'Angleterre et celle de la Prusse. La France va renouer son alliance avec la puissance catholique de l'Autriche. Sous le règne de Louis XIV, pour éviter un encerclement de l'Espagne et du Saint-Empire romain germanique, la France s'est donc rapprochée des puissances protestantes, sous grand dam de toute l'Europe. Depuis 2 siècles, la guerre avait jeté les unes contre les autres ces grandes maisons européennes. Mais les politiques expansionnistes des superpuissances émergentes, l'Angleterre et la Prusse, obligeaient une France affaiblie à s'allier avec son ancien ennemi, l'Autriche. Les 2 pays jurèrent de se porter secours en cas d'agression. Il s'agit de renforcer l'alliance entre la France et l'Autriche. Et Marie-Antoinette devient en France le gage de l'alliance franco-autrichienne. Contrairement à Louis XV, l'impératrice espérait davantage qu'une simple alliance défensive. Elle considérait sa fille comme un outil et une extension de la politique étrangère. Ses obligations étaient de 2 natures. Elle devait produire un héritier mâle, un prince Bourbon-Habsbourg concrétiserait la réalité de cette alliance, et l'on attendait d'elle qu'elle mette en avant les intérêts directs de sa patrie à travers son influence à la cour. Madame Antoine n'avait que 14 ans lorsqu'elle quitta Vienne et fut rebaptisée Marie-Antoinette, dauphine de France. Lors de la séparation, sa mère lui dit « Adieu, ma chère enfant.
nous allons être séparés par une grande distance. Fais tant de bien au peuple français qu'il puisse dire que je lui ai envoyé un ange. » Elle ne revit jamais sa mère, ni Vienne. L'archiduchesse fut officiellement remise aux Français le 7 mai 1770 en territoire neutre, sur l'île aux Épis, au milieu du Rhin. Louis XV demande à son conseiller Bourré, qu'il avait rencontré à Vienne, a-t-elle de la gorge? Et Bourré lui dit, écoutez, Majesté, je ne saurais vous le dire, mais bougre d'âne, c'est la première chose qu'on regarde chez une femme. Et donc le mariage va être célébré. Là, on connaît la réflexion de Louis XV le soir du repas de noces, disant à Louis XVI, qui était un gros baffreur, hein, c'était un gros gourmand, il mangeait considérablement, et il lui dit, il se penche vers lui en disant, ne vous chargez pas trop pour cette nuit. Et le futur petit Louis XVI lui dit, mais pourquoi? Je dors toujours mieux quand j'ai bien mangé. Donc, et la petite Marie-Antoinette est tout à fait bien accueillie, on l'acclame, on l'applaudit parce qu'elle est belle, elle est souriante, et on est ravis. Elle arriva au château de Versailles, porteuse des seules espérances de sa famille. On célébra l'événement et le peuple de France fut d'abord charmé par la personnalité et la grande beauté de Marie-Antoinette. Mais sous la surface coulait un courant de méfiance. Ce seul mariage ne pouvait faire disparaître dans la population des siècles d'hostilité envers les Habsbourg, qui étaient l'ennemi héréditaire de la France. Comme beaucoup de jeunes personnes royales avant eux, le dauphin et la dauphine connurent des difficultés à consommer leur mariage. On pensait qu'en devenant adultes, ils remédieraient au problème. Mais les années passaient et aucun progrès ne se faisait jour. La situation devint de plus en plus tendue et embarrassante. On sait que Louis XVI a un petit journal de bord dans lequel il note des tas de choses. Et le lendemain de sa nuit de noces, il note rien. Bon, généralement, ce carnet indique le nombre de pièces de gibier qu'il a pu lever ou traquer dans telle ou telle forêt, parce que c'était un grand chasseur devant l'Éternel. Mais néanmoins, il ne s'est rien passé. Et il ne va rien se passer pendant 7 ans. À l'exception de leur manque d'inclination envers le sexe, Louis et Marie-Antoinette avaient peu de choses en commun, ce qui renforçait encore leurs difficultés conjugales. Louis n'eut jamais une allure royale. Le peuple disait qu'on ne pouvait savoir qu'il était roi quand on le regardait. En revanche, Marie-Antoinette était le charme et l'élégance personnifiés. Elle possédait une grâce exquise. On disait qu'elle flottait lorsqu'elle marchait. Lui avait une grande capacité de réflexion, mais manquait de confiance et de volonté dans l'action. Elle, de son côté, n'avait aucun penchant pour les matières scolaires, mais ne craignait pas de s'engager dans ce qu'elle désirait. Il avait des idées plutôt conservatrices, alors qu'elle s'intéressait à l'avant-garde. Il tenait ses émotions cachées, elle était une femme émotive et très affectueuse. Marie-Antoinette, malgré ses efforts, ne partageait pas la passion de Louis pour la chasse, ni son penchant pour certains passe-temps solitaires, comme l'horlogerie. Au cours de leur première année de mariage, la timidité du prince et leur grande différence de tempérament empêcha le couple de se rapprocher. À la mort du roi Louis XV, en mai 1774, Louis-Auguste monta sur le trône de France. Il devint le roi Louis XVI et Marie-Antoinette reçut le titre de reine consort de France. L'influence que pouvait exercer une fille de l'Empire du Mal alimentait les soupçons des ennemis de l'Autriche. Même si Marie-Antoinette avait possédé l'habileté de Marie de Médicis, elle n'aurait pu exercer la moindre influence. Louis avait été prévenu en permanence par son tuteur et ses conseillers du danger qu'il courait en permettant à son épouse autrichienne d'exercer le moindre pouvoir politique officiel ou non. La solitude, ce mariage décevant, l'impossibilité de combler les espérances de sa famille et le formalisme rigide de la cour de France conduisirent Marie-Antoinette à se tourner vers les gens et les passions qui pouvaient lui apporter quelque réconfort. Elle trouva une consolation à la cour auprès des enfants, auprès des animaux domestiques de Versailles, et développa un penchant pour les jardins anglais, beaucoup moins formels que ceux à la française. L'échec du couple à concevoir un enfant était stigmatisé par la publication de pamphlets obscènes, les libelles, qui raillaient leur infertilité. Marie-Antoinette se réfugia dans les distractions. La reine considéra bientôt ses amis proches comme des membres de sa famille.
Le seul moyen pour elle d'exercer une influence était le mécénat. Elle fit venir de Vienne à Paris le compositeur d'opéra apprécié des Habsbourg, Christoph Gluck. On estime qu'elle a largement contribué à révolutionner l'opéra français, dont la grande popularité rejaillit sur elle. La reine passait ses nuits dans des fêtes somptueuses. Elle ne buvait pas mais devint obsédée par le jeu. Alors elle va passer ses soirées à jouer, ses nuits à jouer, au lance-quenet, au biribi, etc., des tas de jeux de société dans lesquels elle perd d'ailleurs des fortunes considérables. Et puis aussi, elle s'entoure d'amis, mais d'amis IES, n'est-ce pas, comme Madame de Polignac ou comme la ravissante petite princesse de Lamballe, dont elle fait la surintendante de sa maison, à tel point même que tout le monde va finir par jaser à Versailles. On se dit que Marie-Antoinette et ses amis préfèrent les jeux saphiques à toute autre chose. Elle n'hésitait jamais à contrevenir à l'étiquette, quand celle-ci s'opposait à ses sentiments ou ses désirs. Inspirée par les écrits de Rousseau, elle restait parfois debout avec son entourage, juste pour admirer le lever du jour. Marie-Antoinette tenta même de recréer l'atmosphère idyllique de son enfance en rénovant le Petit Trianon, un petit palais attaché à Versailles. Louis soutint l'inclination de la reine pour le plaisir et pour quiconque pouvait apaiser ses changements d'humeur. Mais la conduite de Marie-Antoinette, reine de France, était jugée inconvenante et jugements et railleries fleurirent dans la presse française. Des pamphlets diffamatoires l'accusaient ainsi que ses amis d'avoir un comportement obscène. Le roi qui cherche évidemment à se faire pardonner de sa balourdise ou de ses maladresses avec cette petite reine qui est belle, fragile comme un petit anagra, eh bien le roi lui cède tous ses caprices. Elle veut qu'il lui construise un petit palais, il lui construira Trianon, il éponge ses dettes de jeu, il lui cède absolument tous ses caprices parce qu'il a beaucoup à se faire pardonner. La maison de la reine comptait 500 personnes et coûtait 4 millions de livres par an. Ce luxe n'était cependant pas une exception, et ce style de vie existait bien avant son arrivée. Les sœurs du roi dépensaient sans compter, tout comme ses frères, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Mais ce sont les dépenses de Marie-Antoinette qui étaient épinglées et reliées directement au déficit grandissant. Mais que représentait-elle par rapport à celle que la guerre à venir allait coûter à la France? Au début de la vie de Marie-Antoinette en France, tout le monde l'applaudit, tout le monde l'acclame, elle est belle. Quand elle va à Paris, elle fait sensation, mais une belle sensation. Et puis progressivement, on va se dire qu'elle finit par coûter cher au Trésor royal, et puis qu'elle a des mœurs, en effet. On écrit des pamphlets comme le journal Le Talon Rouge de la Reine, etc., dans lesquels on décrit des scènes absolument abominables. On dit qu'elle se fait peindre des tableaux à Trianon avec des femmes énervées. Donc on commence à jaser, à se dire que cette reine n'est peut-être pas aussi intéressante qu'on aurait pu se l'imaginer. Le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, se rendit en mission à Versailles pour sauver le mariage royal. Les médecins pensaient que le roi souffrait d'un dysfonctionnement sexuel appelé phimosis. Les avis divergeaient quant à la nécessité qu'il subisse une opération pour y remédier, mais Louis s'y refusait catégoriquement. Joseph II pensait quant à lui que les difficultés du couple était simplement dû à un manque d'expérience dans le domaine sexuel. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé, mais il sembla que quelque chose avait changé après la visite de l'empereur. Marie-Antoinette fut enceinte au printemps suivant. Et les deux époux célébrèrent bientôt la naissance d'une fille, Marie-Thérèse Charlotte. Après la naissance du premier enfant, effectivement, j'allais dire, on a une fusion qui est enfin réalisée et qui est, je crois, partagée de l'un et de l'autre côté. La relation entre le roi et la reine devint harmonieuse après la naissance de leur premier enfant. Ils en auront 3 autres, le dauphin Louis-Joseph, suivi d'un autre Louis-Charles. Leur 4e enfant, une petite fille appelée Sophie, ne vécut pas assez longtemps pour fêter son premier anniversaire. Le roi et la reine jouirent ainsi d'une brève période de calme. Ils avaient surmonté un défi majeur, rempli leur devoir en donnant naissance à un héritier, et vivaient à présent une relation amoureuse pleine de respect. Mais cette réussite sur le plan personnel n'allait pas suffire à éviter les troubles politiques,
prêt à enflammer Paris et toute la nation. L'organisation sociale qui régissait le système politique français du XIVe au XVIIIe siècle divisait la société en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état, c'est-à-dire les autres ou le reste de la population. Ce qui différait de l'ancien ordre féodal, c'est que petit à petit le pouvoir politique s'était concentré dans les mains de quelques-uns et avait fait place à une monarchie absolue. La France est dans une monarchie absolue de droit divin. Et la France a perdu, sur le plan européen, sa prééminence depuis 1763, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre de 7 ans, à l'issue de laquelle elle a perdu ses colonies et elle a surtout perdu son côté d'arbitre des relations européennes. La monarchie française n'est plus aussi sémillante qu'elle ne l'était sous Louis XIV, où tout était rigoureux, tout était bien ordonné. Entre-temps, on avait eu déjà un peu de libéralisme avec la Régence, où les parlements avaient repris un peu de pouvoir. Ensuite, il y a eu Louis XV, qui au début de son règne a été Louis le bien-aimé, mais qui a fini comme étant véritablement Louis le détesté. Donc, tout simplement, la monarchie, déjà, on a un coup dans l'aile. Louis XVI avait 19 ans quand il monta sur le trône. Or, il eut à faire face à d'énormes responsabilités. Le gouvernement était profondément endetté et l'hostilité au despotisme monarchique atteignait son comble. On pensait généralement que le roi était ennuyeux, paresseux et sous l'emprise de sa femme. Des découvertes relativement récentes remettent en cause cette vision. Louis XVI était un homme qui mettait son intelligence au service de tous les domaines de l'État. En outre, jusqu'au début de la Révolution, son épouse n'exerçait quasiment aucune influence politique. Mais tout le monde est d'accord pour dire que Louis XVI était de caractère indécis. Une fois devenu roi, il choisit comme conseiller et Premier ministre Jean-Frédéric Philippot, comte de Maurepas, qui fit nommer Charles Gravier, comte de Vergennes, aux affaires étrangères et Turgot aux finances. Maurepas, qui plaçait sa popularité personnelle au-dessus des besoins de la France, domina la première partie du règne. Il manipula le jeune roi afin que celui-ci approuve des mesures qui allaient à l'encontre des intérêts du pays, préparant ainsi le lit de la Révolution. Louis XVI avait son mentor, qui était le comte de Maurepas, auquel il a voué une confiance inébranlable jusqu'à la mort de celui-ci en 1781. En dehors de Maurepas, Louis XVI avait également une grande confiance en son ministre des Affaires étrangères, qui était le comte de Vergennes. Le Conseil royal était affaibli par des propositions contradictoires. Tandis que le roi réclamait davantage de réformes financières pour régler la crise intérieure, son ministre des Affaires étrangères le pressait de se lancer dans une entreprise coûteuse, la guerre d'indépendance américaine. Les sujets colons britanniques s'opposaient depuis des années aux impôts exigés par la couronne, mais il manquait d'armes et d'alliés dans leur combat pour se dégager de la tutelle de la Grande-Bretagne. La résistance des Américains au roi d'Angleterre avait la faveur des Français. Certains Américains comme Franklin, Jefferson, tous ces gens-là viennent en France pour demander de l'aide pour que les 13 colonies puissent se libérer du joug anglais dans le Nouveau Monde. Et Louis XVI se dit, tiens, je vais les aider parce que ce faisant, je vais faire un pied de nez à l'Angleterre qui nous a pris, après le traité de Paris, de la guerre de 7 ans, avec son grand-père Louis XV, qui nous a pris toutes nos colonies. Donc c'est une manière de vengeance dissimulée en acceptant de participer à cette guerre de libération des colonies américaines. Turgot le prévint que si la France entrait dans cette guerre, les chances de réformer le système financier seraient réduites à néant. Le plan de redressement de Turgot, qui incluait la création de nouveaux impôts, le rendit impopulaire, tout comme son opposition à la guerre. Il fut démis au bout de 2 ans. Son successeur, Jacques Necker, assura que si l'on faisait des économies, la France pourrait venir au secours des Américains sans augmenter les impôts. Benjamin Franklin se rendit à Versailles pour obtenir le soutien des Français. Louis XVI signa un traité d'alliance militaire en 1778 avec les Américains
et la France entra dans la guerre d'indépendance américaine. Le soutien des Français fut décisif. Il força l'armée britannique à se rendre lors de la bataille de Yorktown en 1781 et les dernières troupes anglaises quittèrent New York en 1783. Louis XVI n'aurait jamais dû laisser son armée participer à cette guerre. Les soldats qui avaient participé à la guerre d'indépendance américaine rentrèrent en France et racontèrent comment les chefs de la résistance avaient pris en main leur destin, s'étaient libérés de l'oppression du roi d'Angleterre et avaient institué un système politique tout à fait différent. Le système financier de l'Ancien Régime, déjà très affaibli par la guerre de 7 ans, atteignait le point de rupture. En 1783, le déficit était tellement important que le pays était au bord de la faillite. La France l'avait emporté sur l'Angleterre et les États-Unis devenaient un État libre, certes, mais les caisses du royaume avaient été épuisées par cette guerre d'Amérique et Louis XVI s'est trouvé dans un état d'anxiété énorme en ce qui concernait les finances du royaume, car on était proche de la banqueroute. La situation empirait avec Necker qui, plutôt que d'augmenter les impôts, empruntait pour payer les dettes. Louis XVI le démit de ses fonctions et le remplaça par Charles-Alexandre de Calonne. Celui-ci augmenta les dépenses publiques pour acheter un moyen de sortir le pays de ses dettes. Ce fut encore un échec. Aussi, le roi convoqua-t-il l'Assemblée des notables en 1787 pour discuter d'une nouvelle réforme fiscale révolutionnaire proposée par Calonne. Louis XVI sait s'entourer de ministres, on sait qu'il en aura des quantités, et notamment de ce ministre qui s'appelle Calonne, mais qui est un ministre révolutionnaire avant l'heure, si je puis dire, puisque Calonne envisage, lui, déjà, de supprimer les droits à la noblesse et au clergé. C'est-à-dire que ces gens-là seraient obligés de payer des impôts comme le tiers-État. Évidemment, c'est une chose qui ne passera pas. Durant cette décennie, Marie-Antoinette, reine de la famille Habsbourg, devint un bouc émissaire bien utile pour endosser tous les maux du royaume. Ces grossesses qui succédaient à 10 années d'infertilité développèrent les rumeurs d'infidélité. Des pamphlets calomniateurs circulaient narrant les fresques qu'on lui attribuait avec ses nombreux amants. Parmi eux, il y avait même son beau-frère, le comte d'Artois. En réalité, Marie-Antoinette était d'un tempérament plutôt chaste. Elle appréciait d'avoir des admirateurs et d'être courtisée, mais repoussait les entreprises de véritable séduction. En avance sur son temps, elle abandonna l'habitude de porter un épais maquillage et de se poudrer outrageusement le visage. Le penchant de la reine pour un mode de vie plus simple et plus retiré alimenta aussi la controverse à cette époque. Le hameau de la reine, avec sa ferme, sa laiterie et son moulin, furent construits comme un refuge à l'écart du style de vie bien réglé de la cour. C'était une retraite rustique, conçue pour évoquer un village de paysans et située dans une partie reculée des jardins du Trianon, à l'intérieur du parc de Versailles. Depuis des années, les fermes modèles étaient très à la mode dans l'aristocratie. Mais le moment était très mal choisi. Les dépenses de la reine étaient mises en question, et il est vrai qu'elles n'avaient pas notablement diminué malgré les difficultés financières que connaissait le royaume. Après la guerre d'indépendance américaine, alors que les finances étaient au plus bas, le roi et la reine possédaient déjà les résidences royales de Compiègne, Fontainebleau, Choisy, La Muette et Marly. Et ils achetèrent Rambouillet cette année-là, puis Saint-Cloud l'année suivante. L'acquisition de Saint-Cloud au nom de la reine ne fit qu'ajouter à son impopularité grandissante. Les souverains savaient-ils à quel point le prix du pain augmentait? Pour contrer la désapprobation grandissante, Louise Vigée-Lebrun reçut la commande de portraits officiels de la reine. Les précédents avaient été critiqués car ils étaient trop ordinaires. Celui-ci mettait en valeur son rôle maternel. Malheureusement, la petite Sophie mourut pendant sa réalisation et dut être effacée du tableau.
les campagnes contre la reine commencèrent à produire leur effet. Les troubles politiques grandissant, le ressentiment public se concentra sur elle. Pour la première fois, elle fut reçue très fraîchement dans Paris. La mort de Maurepas en 1781 marqua le début du règne personnel de Louis XVI. Sa décision de ne pas avoir de nouveau Premier ministre allait avoir de graves conséquences. En fait, les souffrances des Français et la menace de banqueroute ne pouvaient être plus longtemps ignorées. Et il était tout simplement impossible d'attendre que passe la crise financière en préservant un système dépassé de privilèges aristocratiques. Le roi ne voulait pas abandonner son pouvoir absolu et il avait besoin que l'aristocratie prenne sa part du fardeau des impôts. Il espérait qu'en s'en remettant à l'Assemblée nationale, il pourrait court-circuiter le Parlement et faire approuver sa nouvelle législation. Il y a des réformes structurelles qui sont absolument indispensables pour assurer l'avenir. Réformes structurelles, par exemple, l'égalité fiscale. Cette fois, le roi était résolu. Il misait tout son capital politique sur le succès de cette dernière proposition. Un nouvel impôt qu'on a appelé la subvention territoriale, cet impôt était intéressant dans la mesure où il voulait être un impôt égalitaire. C'était un impôt sur les terres, qu'elles soient roturières, nobles ou appartenant au clergé. Quand l'Assemblée de notables se réunit en janvier 1787, le roi, à travers son nouveau ministre des Finances, Charles-Alexandre de Calonne, présenta les chiffres du déficit et introduisit un groupe de réformes, parmi lesquelles une taxe sur la terre et une taxe sur les propriétés des nobles et du clergé. Les notables, qui n'avaient jamais réellement été au courant de la situation financière, furent choqués et pensèrent que Calonne était le seul à blâmer. Les réformes furent presque unanimement repoussées. Jusque-là, la monarchie avait contrôlé la politique fiscale à sa manière, en secret, de façon hiérarchique, sans que la population n'ait un regard sur les comptes ou l'établissement d'impôts. Quand la nouvelle se répandit que la nation était aux prises avec un déficit ingérable, se créa l'image d'une institution en faillite et corrompue sous bien des aspects. Il décide de convoquer les États généraux, c'est-à-dire de faire élire des députés venant de toute la France jusqu'à Versailles pour montrer dans quel état se trouve véritablement le royaume. Louis XVI, qui avait soutenu très sincèrement le programme de réforme de Calonne, vécut son refus par les notables et le Parlement comme un échec personnel. Il ne se remit jamais de cette expérience démoralisante. On pense même que le rejet de ces propositions provoqua en lui un changement si profond qu'on peut parler de deux Louis, celui d'avant février 1787 et celui d'après. Il renonça aux longues parties de chasse et aux grandes quantités de nourriture et de boissons qu'il engloutissait auparavant. De nombreux historiens voient les mois qui suivirent comme le début d'une période de dépression. Le roi étant atteint psychologiquement, la reine Marie-Antoinette entra dans l'arène politique. Quand Joseph II apprit que sa sœur pouvait enfin exercer son influence, il lui envoya des instructions pour qu'elle favorise les intérêts de l'Autriche. Mais il était trop tard. La reine, qui avait à présent passé plus d'années à Versailles qu'à Vienne, était dégagée de l'emprise familiale. Elle avait construit sa propre famille. Et les souffrances qu'elle avait endurées durant toutes ces années lui avaient donné un courage et une maturité qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Calomnie, scandale, infortune et erreur avaient entamé le pouvoir de la monarchie. La convocation des États généraux indiquait clairement à quel point elle était devenue faible. La France avait atteint un tournant dangereux. Après 14 ans de règne, le régime est en phase terminale. Le roi n'a pas d'autre choix que de promettre une réunion des États généraux. Cette concession symbolise sa défaite. C'est précisément la suspension de ce corps législatif qui définissait l'Ancien Régime. Ils avaient été abandonnés par Louis XIV en 1614 et les rois Bourbons avaient pendant 175 ans affirmé qu'ils possédaient l'autorité absolue, ce qui éliminait toute nécessité de convoquer les États généraux. Si Louis XVI fit cette promesse, c'est qu'il ne pouvait que constater que la monarchie était en train de perdre cette autorité absolue.
La Révolution française allait éclater 12 mois plus tard. Mais comment est né ce changement soudain dans la conscience collective des Français ? 8 août 1788. La réunion inaugurale des États généraux est officiellement annoncée par le roi. Celui-ci détient toujours l'autorité qui lui permet d'influencer le scrutin. Il a bien compris que les privilégiés, le haut clergé et la noblesse, refuseront obstinément, si vous voulez, d'abandonner les privilèges qui leur ont été consentis au fil des siècles. La stratégie royale est d'affaiblir le pouvoir de la noblesse en renforçant le tiers-État, perçu comme un allié du souverain. On suggère donc de doubler le nombre de députés du tiers-État. 26 août 1788. Jacques Necker est de nouveau appelé, à regret, par Marie-Antoinette, pour être directeur général des finances, dans un effort pour apaiser le peuple. 27 décembre 1788. Le doublement du tiers-État a été approuvé par le roi et ouvre une question chaudement débattue. Les députés voteront-ils par corps, auquel cas le tiers-État bénéficierait d'une plus grande représentation, ou séparément ? Janvier 1789. Cette année-là, l'hiver fut le plus sévère dont on se souvint. Les pauvres souffraient à faire pitié. Le prix du pain grimpa, accélérant une propagande encore plus haineuse contre la reine. On l'accuse en particulier de faire monter délibérément les prix. Des émeutes, dues aux difficultés financières, éclatent parmi les troupes du roi, nourrissant la méfiance publique envers le gouvernement. Un des conseillers du roi, qui est Malesherbes, dit à ce moment-là à Louis XVI « Sire, donnez une constitution au royaume avant que vous n'y soyez obligé. » Louis XVI n'a pas écouté Malesherbes, il s'en est suivi la réunion des États généraux et les États généraux se sont proclamés assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée qui devait donner une constitution à la France. 4 mai 1789. La procession d'ouverture des États généraux royaux traverse Versailles d'une église à l'autre. Mais les réactions de la population marquent la diminution du respect accordé à la famille royale. 5 mai 1789. 1100 députés se rassemblent à Versailles pour les États généraux. Le roi prend la parole, suivi de Jacques Necker. Comme il n'y a aucune directive sur la manière de voter, le tiers-État est libre d'en débattre. Bientôt, les classes sociales supérieures deviennent leur cible. Louis XVI était convaincu qu'on voterait par ordre, c'est-à-dire qu'il y aurait une voix pour le clergé, une voix pour la noblesse et une voix pour le tiers-État. Dans ce cas-là, il y aurait 2 voix de majorité, forcément. Eh bien non, parce que le tiers-État se révolte, attirant ainsi avec lui quelques membres du clergé, même quelques aristocrates, quelques nobliaux qui viennent rejoindre le tiers-État, notamment, quand je dis des nobliaux, Philippe d'Orléans, le futur Philippe Égalité, qui va monter à l'assaut avec le tiers-État. Et donc c'est un petit peu la panique, parce qu'on réclame maintenant le vote par tête de pipe et non plus par ordre. Dans le même temps, Louis XVI est préoccupé par des sujets douloureux. En mai, le dauphin était mourant. 4 juin, Louis-Joseph meurt. Le cœur brisé, ses parents se retirent au château de Marly pour 2 semaines de deuil, pendant lesquelles sont prises des décisions cruciales liées au tiers-État. 17 juin. Dans un mouvement de rejet des ordres, les députés du tiers-État, appuyés par quelques membres issus du clergé, se proclament Assemblée nationale. Ils disent représenter la volonté du peuple et avoir l'intention de rédiger une nouvelle constitution. Ils invitent les membres des autres ordres à se joindre à eux ou à être ignorés. L'éloignement du roi et son chagrin le rendent vulnérable aux pressions conservatrices de ses frères. Necker défend que des concessions sont nécessaires, pendant que les frères du roi sont partisans d'une ligne dure. On dit alors que Marie-Antoinette a des prémonitions et voit le pays aller à sa ruine. 20 juin. La salle où ils ont l'habitude de se réunir leur étant fermée, les députés du tiers-État se retrouvent dans un jeu de paume tout proche. Et la journée se termine par le fameux serment du jeu de paume, un acte de défiance ignorant les pouvoirs de la monarchie.
23 juin. Louis XVI propose des réformes qui sont rejetées par l'Assemblée. « 2 juillet. Le roi capitule et ordonne aux ordres de la noblesse et du clergé de se joindre aux tiers États. Le même jour, il envoie les troupes royales à Paris. Il désire simplement rétablir l'ordre, mais la rumeur se répand à travers la ville qu'il a l'intention de dissoudre l'Assemblée. 11 juillet. Necker, qui maintient qu'il faut se rapprocher du peuple, est destitué une seconde fois et remplacé par le très conservateur baron de Breteuil. À ce moment, le roi a nommé et démis plus de directeurs des finances que l'on peut en compter. 12 juillet. La démission de Necker est prise pour un outrage public. La population entre en ébullition à la suite de ce conflit politique qui ébranle le régime. 13 juillet. À Paris, les troupes royales doivent répondre à un incident mineur et les événements tournent à la violence, ce qui nuit encore davantage à la réputation du roi. Le bruit court que les soldats ont délibérément attaqué la population. La loi de la rue est prête à occuper le terrain. « 14 juillet. La population prend d'assaut la prison de la Bastille, symbole de l'oppression. Elle s'empare des armes et de la poudre pour se protéger contre le gouvernement. Louis XVI est allé à la chasse le jour du 14 juillet, si bien que sur son petit carnet de bord, quand on le lit, on voit rien à la date du 14 juillet. Bon, il est vrai que dans la nuit, un de ses officiers, qui est M. de la Rochefoucauld-Liancourt, se précipite, demande à ce qu'on réveille le roi et lui explique que, ma foi, Paris est à feu et à sang et qu'on a pris la Bastille. Et le roi lui dit « c'est une émeute ». Et on connaît la réplique de la Rochefoucauld-Liancourt qui dit « non, sire, c'est une révolution ». La place qu'accorde l'histoire à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette est trop petite pour refléter le caractère épique de leur vie et de leur époque. Peut-être sont-ils le roi et la reine de France les plus mal compris de l'histoire. Marie-Antoinette, dont les excès sont devenus une fable, est souvent considérée comme étant la cause de la Révolution française. Mais la légende éclipse la véritable histoire. La menace autrichienne était une obsession dans l'esprit du peuple. La méfiance envers l'Ancien Régime et le ressentiment grandissant, la reine née autrichienne devint une cible facile pour le peuple en colère. Sa réputation se construisit sur des années de calomnie de la part de la presse française. Marie-Antoinette n'était pas exempte de fautes. Naïve et égocentrique, elle céda à la frivolité pendant que son peuple souffrait. Pourtant, ses péchés étaient minces comparés au châtiment qui lui fut infligé. Le roi était beaucoup plus intelligent et plus déterminé que le portrait qu'on en fait généralement. Cette image, si vous voulez, du roi paresseux, du roi dominé par sa femme, du roi même adipeux, tout ceci relève en quelque sorte des images d'Épinal. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Déjà, physiquement, si vous voulez, le roi mesure près d'1,90 m. Alors comment le sait-on? Bien, tout simplement parce qu'il existe aux Archives nationales le patron de la robe du sacre. Et donc, il suffit de transposer, si vous voulez, les pieds et les pouces qui sont mentionnés, si vous voulez, sur la coupe de cet habit pour avoir, effectivement, les réelles dimensions du souverain. Si l'on en croit les récits, Louis XVI était aimable, sensible et intelligent. Il prenait très au sérieux les vœux solennels qu'il avait prononcés devant Dieu et son pays d'être un bon roi. Il était dévoué à son destin et à sa reine. Il semblait un homme bien meilleur que Louis XIV ou Louis XV. Et pourtant, son règne a marqué la fin de la monarchie. Pourquoi? Les causes des désordres politiques qui éclatèrent en 1789 étaient bien anciennes. La responsabilité évidente des précédents Valois et Bourbon est souvent négligée. Mais finalement, c'est le caractère conventionnel de Louis XVI et son absence de décision pour envisager et mettre en œuvre une solution qui ont été considérés comme la cause de la chute de la royauté. Le roi voulait opérer des changements dans l'ancien système, mais il ne pensait qu'à l'abolition des privilèges.
Ses visions conservatrices l'empêchaient d'envisager une autre politique. Son incapacité à choisir un Premier ministre est l'origine de la plupart de ses problèmes. Sans réforme financière ni administrative, la France se retrouva en pleine révolution. Un déficit désastreux, les idéaux des Lumières renforcés par la déclaration d'indépendance des États-Unis et la vague d'hostilité envers la famille royale sont les facteurs qui, une fois combinés, abolirent la tradition française de la règle absolue. L'érosion de l'autorité royale mena à des querelles de factions et finalement à l'effondrement d'institutions qui avaient régulé la vie de la nation depuis 8 siècles. Dans les mois qui suivirent la démolition de la Bastille, l'inefficacité du roi et l'impopularité de la reine sapèrent la monarchie en tant qu'institution. Les tentatives pour étouffer la Révolution échouèrent. Le renversement de rôle entre le roi et la reine, qui débuta dans les derniers jours de l'Ancien Régime, se poursuivit à travers le tumulte de la Révolution. Louis XVI devint alors le roi dont se souvient l'histoire, hébété, dépendant, vacillant. Et la reine de France prit de plus en plus de pouvoir, d'abord dans un effort pour restaurer la monarchie, puis dans une tentative désespérée pour sauver sa famille. Au cours de notre prochain épisode consacré à Louis XVI et à la Révolution française, nous assisterons à la fin de la monarchie et à celle du couple royal, après que ce dernier n'ait saisi l'ampleur de la situation que trop tard. La tentative de fuite ne les mènera pas plus loin que Varennes, et la suite des événements ne tournera pas à l'avantage du roi, ni à celui de la reine.